d'accueillir Gideon Fink Shapiro. Alors, Gideon est docteur en architecture à l'Université de Pennsylvanie. Il a fait une thèse sur Alphand qui a été dirigée par John Dixon Hunt, que nous aurons le plaisir d'accueillir en fin d'après-midi. Donc, Gideon Fink Shapiro, entre l'empirisme et la scénographie, Alphand et les jardins de Paris. Scène première, Bois de Boulogne, la Grande Cascade, ouverte en 1856, est plus qu'une attraction. C'est un événement dans le paysage, un spectacle. De plus parce qu'elle joue par intervalles, afin de laisser le niveau d'eau remonter dans le réservoir en eau. Le bassin au-dessous ressemble à une salle de théâtre, tandis que la chute d'eau et les rochers de Fontainebleau font un proscenium rustique. Scène 2. Le square de Tour Saint-Jacques. Dans une éclaircie aux forêts urbaines, un tour gothique, le seul reste d'une ancienne église, se voit comme monument isolé pour la première fois, ayant été dégagé des petites maisons qu'il avait cachées de vue. Le journaliste Fournier envoie une signifiance sacrée. Dit-il, c'est le palladium de l'ancienne ville, resté debout pour le rappeler au milieu des splendeurs de la nouvelle. Au sein du Paris reconstruit, c'est le panthéon du Paris disparu. Le tour a pour cadre non une place pavée, comme l'avait autorisé un décret de 1852 du prince-président, mais un jardin planté, dit un square, inauguré en 1856. Scène 3. Le parc des Buttes-Chaumont, pont suspendu. Suivant les dessins d'Eiffel, les câbles en acier disparaissent dans les gros rochers rustiques qui se servent de pylônes. Ainsi, une représentation du génie de l'ingénieur moderne se mêle avec une évocation de la nature primitive. La jonction des deux systèmes reste mystérieuse. L'art de la mise en scène, longtemps une référence importante pour l'art des jardins, était une métaphore périlleuse pour les créateurs des jardins publics de Paris sous le Second Empire. Émile Zola, dans les pages du Figaro, en 1867, fulmine contre le square alphandien typique en la comparant avec un décor d'opéra comique. Autrement dit, une chose inauthentique et insignifiante. Zola réprimande les Parisiens pour avoir embrassé une nature en carton-pâte, peinte et vernie, comme un substitut aux chambres ouvertes et au grand ciel du pays. Dans un esprit similaire, le journaliste Victor Fournel, en 1865, critique les composants scénographiques du Bois de Boulogne redessinés, tels que des fabriques dans le fond, des moulins d'opéra comique, des pigeonniers crénelés et des cascades à grand spectacle, qu'il croyait nuire à l'expérience du paysage et de la ville. George Sand propose une interprétation toute différente dans les pages du Paris Guide de l'exposition universelle de 1867. Sand déclare qu'il ne fallait pas se plaindre de la nature artificielle des nouveaux jardins de Paris. Dit-elle, n'espérez pas trouver le charme de la nature, mais si vous voulez voir le jardin décoratif par excellence, vous l'aurez à Paris. Et disons bien que l'invention en est ravissante. C'est du décor, pas autre chose, mais du décor adorable et merveilleux. L'usage du terme décor ici suggère non seulement l'embellissement d'une surface, mais aussi le décor littéral d'une scène de théâtre.
Le promeneur était un spectateur mouvant qui savait apprécier le spectacle en tant que tel, dont les fictions pouvaient évoquer quelque chose de réel. Alphand, dans son ouvrage Les Promenades de Paris, se montre ambivalent quant à l'élément scénographique de l'art des jardins. Ingénieur accompli et chef du service municipal des promenades et plantations, Alphand préfère indiquer les bienfaits des jardins au niveau de la santé publique, la croissance économique et la propagation de la beauté par moyen de l'application des principes éternels de l'art. Mais Alphand comprend que le décor avait une fonction importante au paysage urbain, ce qu'il a démontré avant de venir travailler à Paris, en dirigeant la décoration de la ville de Bordeaux à l'occasion de la visite du prince-président Louis-Napoléon en octobre 1852. La culture théâtrale était au centre de la vie parisienne au XIXe siècle, au point que les historiens parlent de la théâtromanie et de la religion du spectacle. Selon César Dali, les théâtres étaient indispensables à la civilisation, en particulier aux grandes villes où ils formaient le complément monumental des églises, des salles de gouvernement, des écoles, des tribunaux et des gares. Les joies de l'art étaient aussi nécessaires à l'âme, ajoutait-il, comme nourrir pour le corps, éducation pour l'esprit et rue pour la circulation. Parallèlement, Alphand voyait les jardins et promenades publiques comme éléments indispensables au développement urbain. Alphand considère les surfaces extérieures de la ville, ses jardins aussi bien que ses édifices, comme le décor d'une scène collective composée, la scène urbaine. La composition de cette scène est consacrée à la stimulation harmonieuse des sens, en particulier de l'œil, mais toujours ancrée dans les exigences fonctionnelles et les conditions environnementales. Alphand accordait à l'artiste le droit et bien le devoir de changer l'aspect du paysage. Il dit « On peut et souvent l'on doit retoucher le sol, mais sans modifier trop sensiblement le relief primitif. » Les surfaces sensibles du domaine public exigeaient la décoration pour exprimer l'identité de la ville et les idéaux de ses citoyens. Cela ne veut pas dire que le paysage urbain était simplement décoratif ou représentatif, car sa surface ornée ne constituait que une couche d'un seul multistrate. En effet, l'attention rendue à la surface du paysage urbain n'exclut point des connaissances approfondies du sol, des minéraux, de l'eau et de l'infrastructure sous la surface. Dans une critique de l'ouvrage d'Alphand en 1873, Le Monde illustré remarque « C'est un tableau de la vie moderne exprimé dans ces deux langues comprises par tous, le chiffre et le dessin. Ces deux modes d'expression sont simultanés mais séparés, l'un reflétant les moyens et l'autre les fins. Alphand quantifie et calcule sans relâche les volumes de sol et de l'eau, la taille et la composition des lits, ainsi que les coûts par unité de construction, d'horticulture et d'entretien. Ce genre de documentation technique est constamment entrecoupé des dessins et perspectives somptueusement rendus qui parlent à l'œil plutôt qu'à l'esprit rationnel. Voici l'ouvrage de quelqu'un qui remplit les doubles fonctions, comme Alphand a dit, double fonction d'ingénieur et paysagiste. Alphand déteste ce qu'il appelle le décor inutile au jardin qui manque de raison d'être. Aussi, il repousse l'idée du jardin comme scène pour la représentation des histoires ou des mythes,
tel que l'on retrouve à l'originel jardin Monceau du XVIIIe siècle. Puis il rejette encore de critiquer les plans raisonnés de Thoin, qu'on a déjà mentionné aujourd'hui. Il rejette l'idée traditionnelle qu'un jardin n'est qu'une sorte de décor disposé suivant la fantaisie du dessinateur, mais sans rapport, pour ainsi dire, avec le milieu. Par contre, Alphand professe la nécessité de respecter le caractère trouvé du site, basé sur une étude systématique de ses attributs physiques et les processus qui l'ont formé. Ils reconnaissent les limites environnementales sur les désirs humains de transformer la terre ou en parterre ou en paysage pittoresque. En cela, Alphand écho Morel, l'ingénieur qui était le premier de s'appeler architecte paysagiste en 1804. Auguste Comte, qui donnait des lectures à l'école polytechnique à l'époque où Alphand était étudiant, parle également du besoin de respecter les limites physiques de l'environnement tout en poursuivant une fusion totale de l'organisme avec le milieu, la technologie et l'esprit. Alphand permet l'analogie entre le décor et le paysage dans le sens étroit qu'il sert à révéler le spectacle de la nature ou la vie de la ville. Par exemple, il décrit le paysage brumeux des îles britanniques, naturellement animé par le jeu de la lumière et des nuages changeants, comme un décor sans cesse modifié par des effets inattendus. Et il caractérise l'ensemble rénové des promenades et les jardins de Champs-Élysées comme un harmonieux décor. Voilà les Champs-Élysées. Mais si la surface du paysage était décorative et si la fonction du décor était de mettre en scène une action, quelle était alors l'action à réaliser? Et qui le fait? Un rôle important est joué par les promeneurs qui animent les paysages publics avec leurs activités, leurs perceptions et leurs conversations. Le mobilier urbain fait lier l'échelle de la ville à l'échelle du corps humain, tel que les citoyens s'aperçoivent leur droit de circuler ou rester à l'aise. Heath Shanker suggère que les parcs du Second Empire servent surtout à permettre à la classe moyenne, la bourgeoisie, de se faire valoir en public, en guise de jouer un mélodrame. En outre, il faut considérer la représentation de la nature, une construction mythique et idéaliste dans les parcs et jardins. Alphand voulait que la nature joue le rôle principal dans les scènes paysagères. Et il écrit « La nature raconte un drame bien plus mystérieux, plus imposant, plus magnifique que celui de la vie humaine, le grand drame de la Genèse. » En d'autres termes, rien ne doit éclipser l'appréciation des mouvements de la nature dans un paysage, que l'architecte paysagiste doit mettre en évidence au moyen de ses techniques. L'idée du spectacle de la nature revient du siècle précédent, où sortait un ouvrage de ce titre, Le spectacle de la nature, par Antoine Pluche, qui voulait, dans son histoire naturelle, apprendre au lecteur le langage des cieux, de la terre et de l'univers entier, caché sous les phénomènes sensibles. Les écrits de Jean-Jacques Rousseau, tels que La Nouvelle Héloïse et les rêveries du promeneur solitaire, ont élucidé la notion du spectacle de la nature comme un mélange d'études scientifiques et d'émerveillement esthétique qui reflète enfin l'unité divine. Un siècle plus tard, Alphand
valoriser encore une fois la gloire de la création primitive. Mais si Rousseau détestait les spectacles de théâtre autant qu'il admirait le spectacle de la nature, Alphonse s'est mis à créer des scènes en plein air pour présenter le spectacle de la nature dans la ville. Il savait bien que la nature qu'il cherchait ne pouvait se montrer que par moyen de la représentation. Dans un jardin, on est obligé de réaliser un ensemble un peu artificiel, dont l'agencement exige du tact et beaucoup de science. La nature y est comme revêtue d'art. L'ensemble un peu artificiel dont il parle signifie une scène paysagère, et l'art qui recouvre la nature consiste des matériaux décoratifs du jardin, de la terre, de l'eau, des plantes et des éléments architecturaux et urbains. Le dessin du square Batignolles, par exemple, crée un relief pittoresque tout en fournissant le mobilier public et des liens avec la ville moderne. Une source cachée dans la grotte évoque la nature primitive pendant qu'une large promenade surplombant le chemin de fer embrasse la ville. C'est le parc en haut à droite. Le revêtement artistique ou scénographique dont Alphonse a parlé devenait parfois littéral. Par exemple, dans la couverture des anciennes carrières au bout de chemin, en couche arable pour cultiver les plantes et en stuc ciment pour former les rochers. Effectivement, le rocaillage constituait une branche entière de l'art des jardins, selon Michel Racine. Le service des promenades et plantations commence à expérimenter avec la fabrication de ses propres rochers vers 1856, afin d'éviter les coûts élevés de transport de gros morceaux de calcaire pour construire la grande cascade au bois de Boulogne. Aussi, afin d'éviter toute anomalie géologique, Alphonse a conseillé que les artisans spécialisés dans le rocaillage, dits rocailleurs, rustiqueurs ou cimenteurs, commencent le travail en étudiant les striations et la composition du type de roche à imiter. Ensuite, la méthode de fabrication était assez simple. Les rocailleurs empileraient des gravats maintenus ensemble avec du mortier dans des blocs grossiers approchant les formes et les masses désirées. Puis ils appliquent une couche de ciment humide sur ces masses brutes et immédiatement mouler la surface avec des brosses pour donner une texture de surface rustique. Enfin, les horticulteurs revêtiraient les rochers de plantes grimpantes qui dissimulent les défectuosités, dit Alphonse, et qui raccordent les lignes trop heurtées en faisant disparaître les maigreurs et la sécheresse. Rocaillage donc impliquait un double revêtement, ciment texturé et végétation sur maçonnerie brute. Cette technique, utilisée dans de nombreux jardins sous le Second Empire, a testé les limites du tact et de la science. Il y a plein de critiques du 19e siècle et d'historiens de nos jours qui jugent que les tours de main scénographiques dans les promenades de Paris imposent une fausse vision de la réalité à des passants qui ne se doutent de rien, dissimulant le passé sordide du site et la grande quantité de travail humain nécessaire pour le transformer. Par contre, il est probable que les promeneurs du XIXe siècle auraient été conscients des éléments fabriqués de ce paysage pittoresque, selon Anne Comara. L'illusion n'était pas une tromperie, à mon avis,
et à son avis, mais plutôt un acte de représentation auquel le public était invité à participer en suspendant l'incrédulité. Dans une phrase mémorable d'Antoine Grumbach, ce que les buts charmants nous enseignent, c'est qu'il n'y a de vraie nature que la fausse. Ici, le binaire conventionnel du vrai et du faux s'effondre parce que la fiction ne conforme pas ni à l'un ni à l'autre. La fiction, si elle est bien faite, lance un scénario imaginaire fondé sur les conditions réelles. La scénographie permet aux spectateurs de se placer dans la scène. Ainsi, les jardins et parcs du Second Empire ont joué de la fiction tout en affirmant que l'analyse scientifique et le savoir-faire technologique étaient les bases nécessaires pour réaliser les effets poétiques ou agréables. Roland Barthes découvre une réciprocité entre l'exposition des faits et l'exploration fictive lors de son analyse des planches de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Il compare ces planches avec les expositions universelles du XIXe siècle, trouvant qu'il s'agit toujours dans les deux cas à la fois d'un bilan et d'un spectacle. Des observations vérifiables coexistent avec les scénarios fictifs. Le trouver et le fabriquer vont en côte à côte. Une embrassade de ce double registre remonte encore plus loin, à l'époque de Louis XIV. La renommée de la salle des machines au théâtre des Tuileries et de sa grande machine de Marly qui a servi les jardins de Versailles témoigne d'une fascination pour les systèmes rationnels et les effets spectaculaires de leur performance. En effet, la tradition du rationalisme français non seulement tolérait, mais englobait la visualisation théâtrale des phénomènes quantifiables. On retrouve la même réciprocité dans les planches des promenades de Paris d'Alphand et de nombreux paysages conçus sous Alphand et son bureau, qui allie la rigueur matérialiste avec l'élan théâtral. Toute scène urbaine paysagère avait ses coulisses, ses mécanismes et ses systèmes cachés. L'une des fonctions principales de l'ouvrage d'Alphand est donc d'exposer ces systèmes, et pour édifier et pour émerveiller le lecteur. George Sand, celle qui a soutenu la métaphore entre les jardins urbains et le décor, a amené ses lecteurs dans le ventre des serres municipales, d'où sortaient toutes les plantes et fleurs exotiques au printemps. Amateur de théâtre, Sand savait que l'exposition des espaces de production et les opérations horticoles derrière la scène ne diminuerait pas les effets. Évidemment, c'est Édouard André qui accueille Sand et lui montre l'armée des ouvriers horticulteurs qui cultivent les plantes toute l'année à l'aide de l'air et du sol réchauffé. Sand croyait que le paysage urbain ne pouvait accommoder la nature conforme de représentation, et ce fait ne la gênait point. Les jardins, comme les théâtres, étaient des espaces de l'invention mimétique, et, comme les larges promenades le long des nouveaux boulevards, ils invitaient la rêverie itinérante. Pour cimenter l'analogie, Sand guide ses lecteurs enfin depuis les promenades publiques jusqu'à dans un spectacle d'opéra. Là, elle s'imagine, on verra la scénographie beaucoup plus artificielle que celle des jardins. Elle dit, est-ce qu'à dire qu'il faille proscrire ces splendides illuminations de la peinture? Je protesterai, je l'avoue. Cette lumière colorée si intense m'emporte plus loin encore que la vue des plantes exotiques.
Elle me fait monter jusqu'à ces autres mondes où des astres éblouissants et un plus grand nombre que dans le nôtre, embrassant de le rayonnement des paysages indescriptibles. Voilà donc le pouvoir poétique de la scénographie, mais voilà aussi la limite de la métaphore de la scénographie par rapport au paysage urbain. Alphonse et ses collaborateurs décorent soigneusement la surface de la ville, mais ils savent que les jardins urbains ne pouvaient jamais devenir des ouvrages d'art indépendants, parce qu'ils répondent toujours aux limites et possibilités du site, du climat, de la société et de la culture. Au lieu du vrai ou faux, le paysage décoré invite les gens de la ville à faire partie des scènes qui ne sont pas toujours émerveillantes, mais qui expriment l'idée que le royaume public soit une source d'agrément pour tout le monde. Merci. Merci Gideon. Merci d'avoir fait ce grand effort de parler français tout au long de cette conférence. Il y a peut-être quelques questions dans la salle. Oui, non. Enfin, une remarque en fait, c'est sur Zola, sur la piste de Zola. Dans tous ses livres, dans tous ses romans de la série des Rougon-Macquart, il y a des héros humains. Et puis, il y a des héros physiques. C'est les Halles de Paris, c'est les grands magasins. Et il y en a un dont le héros, ou les héros, c'est les parcs de Paris. C'est le roman qui s'appelle La Curée, qui se passe au bord du parc Monceau, et aussi avec des scènes dans le bois de Boulogne. Enfin, voilà, donc j'étais étonnée de savoir que Zola, finalement, avait un certain recul par rapport aux œuvres d'Haussmann, parce qu'il en a fait un livre formidable, qui aussi traite en fait de la corruption, des délits d'initiés aussi à cette époque. Merci. Zola est formidable. Au fait, il y a un historien anglophone qui a déjà travaillé un peu avec Zola et ce roman. Elle s'appelle Heath Shanker et son livre s'appelle Melodramatic Landscapes. Mais elle joue aussi avec des thèmes de théâtre ou paysage urbain, mais je suis d'accord que ce roman sera une riche source de métaphores. Bernard Baraquet. Je veux juste ajouter que précisément le parc Monceau, c'est une réalisation typique où on réalise le parc après avoir vendu les bords pour installer des villas de gens très riches et avoir ainsi l'argent pour construire le parc. C'est peut-être aussi ça que Zola voulait dénoncer, cette espèce de mélange entre une privatisation nécessaire, partielle, pour pouvoir faire quelque chose en public. Mais je me trompe peut-être. Hein. Oui, pour Zola, c'est facile à lire son petit texte. Le texte dont je citais était dans le Figaro. C'est tout court. Et il se plaint de presque tout. Non seulement la vente des lots à côté du parc Monceau, mais de toutes sortes de choses. Il inclut la petite dimension, l'idée qu'on peut emporter la nature dans une petite square. Même le square Batignolles, pour Zola, est trop petit parce qu'il entend le bruit Et pour lui, c'est un problème. Pour les autres, ce n'est pas un problème. Mais je peux vous envoyer le texte de Zola si vous voulez. Merci. Ce sera la dernière question avant la prochaine intervention. Oui, Bénédicte Duthion, service régional de l'inventaire de Normandie. Dans ce 19e siècle aussi, il y a le goût des panoramas, et donc qui implique aussi la théâtralité, la mise en scène. Alors,
dans quelle mesure on peut éventuellement aussi établir un lien avec cette pratique très, très prégnante au XIXe siècle. Oui, c'est une belle question. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez une question, d'accord. Non? Moi, je crois que le panorama est très important et Gabriel Daviud, l'architecte qui travaillait sous à fond, a dessiné un panorama après le panorama d'Ittorf a été démoli aux Champs-Élysées. Et de plus, je crois que le belvédère au bout de Chaumont peut se voir comme une sorte de panorama en plein air. Et donc il y a des moments architecturaux et aussi paysagères que l'idée du panorama se voit. Et même au bois de Boulogne, la colline créée par l'excavation de ce lac formait une sorte de petite belvédère. Non, mais plus généralement, sur cette question-là, je pense qu'il ne faut jamais oublier qu'un jardin, c'est d'abord un équipement public. C'est pour un public. Or, quand on voit une image comme celle-là, où la plupart des jardins d'Alphand, Ouais. c'est pour quel public? Et puis, une fois qu'on a cette réponse, on comprend tout. Est-ce que vous voulez répondre ou peut-être pas réponse? Je crois que le monsieur a dit qu'une réponse n'était pas nécessaire. Bien. Merci. Merci beaucoup.